Mars 2021. Une modeste salle des ventes dans le centre de Madrid. Un tableau de taille moyenne pend au mur en attendant son tour. Le catalogue le décrit comme l'œuvre du cercle d'un peintre espagnol du baroque. Prix de départ, 1500 €. 3 jours plus tard, ce même tableau sera déclaré bien d'intérêt culturel par l'État espagnol, son départ du pays interdit, et reconnu comme l'une des grandes découvertes artistiques du XXIe siècle en Europe. Car ce qui pend à ce mur n'est pas ce que dit l'étiquette. C'est un Caravage. Et il avait été perdu pendant plus de 200 ans dans une collection privée espagnole. Voici l'histoire de l'homme qui l'a peint. Un peintre qui a changé l'histoire de l'art, qui a tué un autre homme dans une rixe de rue, qui a fui à travers la moitié de l'Europe avec une condamnation à mort au-dessus de la tête, et qui est mort à 38 ans sur une plage de Toscane dans des circonstances que personne aujourd'hui n'a réussi à expliquer entièrement. Son vrai nom était Michelangelo Merisi. Il est né en septembre 1571, probablement à Milan, dans une famille de modestes fonctionnaires au service du marquis de Caravaggio, un village à une cinquantaine de kilomètres à l'est de la ville. De ce village il prendrait plus tard son surnom, le seul nom sous lequel le monde le connaît aujourd'hui. Lorsque l'enfant a 5 ans, la grande peste de 1576 s'abat sur Milan. L'épidémie lui enlève son père, son grand-père et un oncle, tous les trois le même jour. À 13 ans, il entre dans l'atelier du peintre lombard Simone Peterzano, qui se présentait comme disciple direct du Titien. Quand il part pour Rome vers 1592, il n'emporte aucune commande, aucun contact, aucun nom qui ouvre des portes. Seulement l'œil. Pour survivre, il entre comme assistant dans l'atelier du cavalier d'Arpin, peintre officiel de la cour pontificale. Là, on ne le laisse pas toucher aux figures principales. On ne lui confie que les fleurs, les fruits, les natures mortes qui décoraient les coins des grandes toiles religieuses. Mais c'est là que Caravage devient, sans que personne ne s'en aperçoive encore, le meilleur peintre d'objets inanimés de sa génération. Un jour, il tombe malade. Probablement de la malaria, une fièvre fréquente dans la Rome marécageuse de l'époque. Il est admis à l'hôpital de la Consolation, où il est sur le point de mourir. Quand il sort, il profite de la convalescence pour se peindre lui-même devant un miroir, vêtu du dieu Bacchus. Mais ce n'est pas un Bacchus de la Renaissance, exubérant et rose. C'est un Bacchus malade, à la peau jaunâtre et aux lèvres pâles, au regard éteint et à la couronne de feuilles fanées. Le fruit qu'il tient est aussi taché. C'est la première fois dans l'histoire de l'art que quelqu'un représente le dieu du vin en convalescent. Et c'est la première fois que Caravage signe un manifeste sans le savoir. Aucune idéalisation. La vérité du corps, telle qu'elle est. En 1594, un cardinal de la haute curie voit par hasard l'une de ses toiles dans la boutique d'un marchand. Il s'arrête net. Il s'appelle Francesco Maria del Monte, ambassadeur du grand-duc de Toscane auprès du pape, homme cultivé, mélomane, collectionneur d'instruments de musique. Il achète le tableau, fait chercher l'auteur, et quelques semaines plus tard installe Caravage dans son propre palais, le Palazzo Madama, où siège aujourd'hui le Sénat italien. Pendant 6 ans, Caravage peint pour ce cercle d'étoiles de petit format. Les musiciens. Les tricheurs. La diseuse de bonne aventure, où une gitane souriante retire la bague à un jeune homme tandis qu'elle lui lie la main. Et la corbeille de fruits, considérée par les historiens comme la première nature morte moderne de l'histoire de l'art occidental, une peinture où une feuille de figuier porte la tache d'un véritable champignon botanique, identifié aujourd'hui comme l'anthracnose. Pendant ces mêmes années, il peint aussi une série de jeunes androgynes. Pour l'un des plus célèbres, le joueur de luth, pose Pedro Montoya, un castrat du chœur de la chapelle Sixtine qui vivait également au palais sous la protection du cardinal. L'androgynie, dans ce cercle intellectuel, n'était pas une provocation sexuelle mais une allégorie néoplatonicienne de l'amour parfait, l'union des contraires. À l'été 1599, le cardinal del Monte use de son influence pour obtenir à Caravage la première grande commande publique de sa vie. Une chapelle latérale dans l'église Saint-Louis des Français, en plein cœur de Rome. La chapelle Contarelli, dédiée à l'évangéliste Saint Matthieu. Caravage livre d'abord la vocation de Saint Matthieu. La scène se déroule dans une taverne obscure. Matthieu, percepteur d'impôts, est assis à une table en train de compter de l'argent avec 4 compagnons. Par la droite entre 2 figures dans la pénombre. L'une est le Christ. Sa main allongée désigne Matthieu en un geste qui cite directement le doigt d'Adam dans la voûte de la chapelle Sixtine de Michel-Ange. Et un faisceau de lumière dorée tombe en diagonale sur la scène, traversant l'obscurité pour illuminer le visage de l'élu.
Le plus surprenant est que ce faisceau de lumière peint coïncide exactement avec la fenêtre réelle de la chapelle. Quand un fidèle entre et regarde le tableau, la lumière de Caravage et la lumière de Rome semblent ne faire qu'une. La grâce divine entrant dans le quotidien. Les Romains n'avaient jamais rien vu de tel. La chapelle Contarelli devient un pèlerinage obligé pour les peintres. Et Caravage, du jour au lendemain, devient le nom dont tout le monde parle. Mais ce même naturalisme qui enthousiasmait les artistes scandalisait le clergé. Les modèles de Caravage n'étaient pas des corps idéalisés copiés sur la sculpture classique. C'étaient des personnes en chair et en os recueillies dans les tavernes, les marchés, les ruelles du Trastevere. Mendiants, prostituées, jeunes désœuvrés. Et il les peignait avec leurs rides, leurs pieds sales, leurs ongles cassés. La première version de Saint Matthieu et l'Ange, également pensée pour la chapelle Contarelli, fut rejetée. Le saint apparaissait comme un journalier analphabète, les pieds couverts de poussière. L'ange, trop jeune et trop sensuel, lui guidait la main sur le papier comme un maître apprenant à écrire à un enfant. L'Église n'accepta pas le tableau. Le banquier Vincenzo Giustiniani l'acheta en privé. 3 siècles plus tard, la toile brûlerait à Berlin durant les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale. Le choc avec la hiérarchie romaine se répète maintes fois. La Madone des palefreniers, peinte pour un autel de la basilique Saint-Pierre, fut retirée au bout de 2 jours seulement, jugée sacrilège et vulgaire. Mais le scandale définitif arriva avec la mort de la Vierge, commandée par les Carmélites pour leur église Santa Maria della Scala. Sur cette toile, Marie ne monte pas au ciel entourée de chérubins. Elle gît morte sur un liable, les cheveux défaits, le ventre gonflé et la peau verdâtre d'un cadavre. Et dans Rome court une rumeur terrible. On disait que Caravage avait pris pour modèle le corps d'une prostituée enceinte noyée dans le Tibre. Les Carmélites rendent le tableau. Mais un peintre flamand de passage dans la ville en reconnaît aussitôt la valeur. Il s'appelle Pierre-Paul Rubens, alors ambassadeur de la cour de Mantoue. Il convainc le duc de l'acheter et l'expose publiquement durant 8 jours pour que tous les peintres de Rome puissent l'étudier. Le tableau le plus rejeté de son temps finit dans la collection d'un prince, puis dans celle du roi Charles Ier d'Angleterre, et pend aujourd'hui au musée du Louvre. Un critique espagnol de l'époque, Vicente Carducho, installé à la cour de Philippe IV à Madrid, lui collera un surnom qui mettra des siècles à s'effacer. L'antéchrist de la peinture. Caravage vivait entouré d'un cercle intense. Son compère le plus assidu était l'architecte Onorio Longhi, homme au caractère violent qui l'entraînait sans cesse dans des rixes de rue. Son ami le plus fidèle était Orazio Gentileschi, peintre de la génération précédente devenu son disciple le plus loyal. En septembre 1603, tous deux furent jugés avec Longhi dans un retentissant procès intenté par le peintre Giovanni Baglione, qui les accusait de diffuser des sonnets satiriques contre lui. Les actes de ce procès conservent encore aujourd'hui la seule déclaration écrite dans laquelle Caravage exprime son opinion personnelle sur l'art. Baglione, vaincu au tribunal, prendrait sa revanche à long terme en écrivant des années plus tard l'une des premières biographies du peintre, déformée par une rancœur qu'il faudrait des siècles à dissiper. Chez lui vivaient ses modèles habituels. Mario Migniti, peintre sicilien arrivé à Rome en même temps que lui. Et Francesco Bonri, que tout le monde appelait Secco, son serviteur et modèle, quelqu'un avec qui il entretenait une relation que ses ennemis décrivaient en termes ambigus. Secco posa pour l'amour victorieux, un Cupidon nu et provoquant que Giustiniani gardait couvert d'un rideau. Parmi ces modèles féminins figuraient 2 courtisanes connues. Philide Melandroni, l'une des plus courtisées de la ville, prêta son visage à la Sainte Catherine d'Alexandrie aujourd'hui exposée au musée Thyssen de Madrid, et presque certainement à la Judith décapitant Holoferne du tableau de 1599. Maddalena Antonietti, dite Léna, posa pour plusieurs vierges et maintint avec le peintre une relation que certains historiens qualifient ouvertement de concubinage. Le 29 mai 1606 est un jour chaud à Rome. Cet après-midi-là, sur une place du quartier du Champ de Mars, 2 groupes armés se croisent. D'un côté, Caravage, Onorio Longhi et d'autres amis. De l'autre, Ranuccio Tomassoni, fils d'une famille bien implantée du quartier, chef d'un groupe violent qui contrôlait le jeu et les paris de la zone. La version officielle recueillie par les juges disait que la rixe avait commencé pour une discussion à propos d'une partie de palacorda, l'ancêtre romain du tennis. La version défendue par les historiens modernes, fondée sur les noms apparaissant dans les actes, désigne plutôt une vendetta d'honneur. Tomassoni était le compagnon de Philide Melandroni, la même courtisane qui avait posé pour tant de toiles de Caravage. Ce qui s'est réellement passé entre les trois, personne ne le sait. Ce que l'on sait, c'est comment cela s'est terminé.
Caravage porta à Tomassoni un coup d'épée qui effleura son artère fémorale. Tomassoni mourut en quelques heures. Caravage fut blessé. Et le lendemain, avant que la justice pontificale ne puisse l'arrêter, il était déjà hors de Rome, condamné par contumace à la peine de mort par décapitation. Dès ce jour, n'importe quel citoyen de l'État pontifical pouvait toucher la récompense en lui coupant la tête où qu'il le trouva. Sa première Edwin des Colonna, l'une des familles les plus puissantes de la noblesse romaine, historiquement liée au village natal de Caravage. La marquise Costanza Colonna, qui le connaissait depuis l'enfance, le cacha dans ses fiefs du Latium méridional. À la fin de l'été, les Colonna l'aident à voyager vers Naples, ville sous domination espagnole qui offrait un asile plus sûr. En moins d'un an, il reçoit des commandes monumentales. La plus célèbre, les 7 œuvres de miséricorde, encore aujourd'hui sur l'autel du Pio Monte della Misericordia. Une toile nocturne où les 7 œuvres corporelles de la charité chrétienne se déroulent simultanément dans une seule rue étroite, comprimée dans une scène de lumière intérieure et de figures humaines véritables. Mais Naples n'était pas un refuge suffisant. Trop près de Rome. À l'été 1607, Caravage s'embarque pour l'île de Malte. Malte était alors le quartier général de l'ordre des Chevaliers de Saint-Jean, l'une des rares institutions souveraines d'Europe ayant assez d'autorité pour accorder un pardon parallèle à celui du pape. Le grand maître était un Français, Adolphe de Wignacourt, conscient de la valeur politique d'avoir sous son toit le peintre le plus célèbre d'Italie. En échange de plusieurs tableaux, il promet à Caravage la nomination comme chevalier d'obéissance magistrale. En juillet 1608, Caravage devient officiellement chevalier. C'est le sommet de sa carrière politique. Il peint le portrait de Wignacourt, aujourd'hui au Louvre. Et il peint une œuvre que beaucoup considèrent comme le sommet absolu du baroque européen. La décollation de Saint Jean-Baptiste, encore aujourd'hui dans la salle pour laquelle elle fut conçue, l'oratoire de la concathédrale de La Valette. Le tableau est énorme, presque 4 mètres de large. La scène se déroule dans une cour de prison à l'aube. Le bourreau, accroupi, est sur le point d'achever de trancher la tête du saint. Salomé tend un plateau. Une vieille servante se couvre le visage de ses mains. Et près du corps de Jean, dans le sang même qui s'écoule de son cou, Caravage signe pour la première et unique fois de sa vie. La signature dit, en latin abrégé, Frère Michelangelo. C'est la seule œuvre signée que l'on connaisse de lui. Et il signe avec le sang du décapité, un geste que beaucoup d'historiens lisent comme la conscience anticipée de son propre destin. Mais l'épisode chevaleresque dura peu. Quelques semaines plus tard, Caravage se querelle avec un autre chevalier de rang supérieur. On l'enferme dans la prison du château Sant'Angelo de Malte. Il s'évade. Et les chevaliers, lors d'une cérémonie formelle tenue précisément devant le tableau de la décollation qu'il avait lui-même peint pour eux, l'expulsent de l'ordre par une formule brutale. Il le dégradant, je cite littéralement, membre putride et fétide. Caravage traverse le détroit vers la Sicile. Mario Minetti l'accompagne. À Syracuse il peint l'ensevelissement de Sainte Lucie, une composition désolée où 2 fossoyeurs énormes creusent la tombe d'une martyre minuscule. À Messine il peint la résurrection de Lazare et l'adoration des bergers. Et à Palerme il livre sa dernière œuvre sicilienne, une nativité avec Saint Laurent et Saint François, peinte pour l'oratoire de San Lorenzo. Le tableau y resta 3 siècles et demi. Jusqu'à ce que la nuit du 18 octobre 1969, quelqu'un entra dans l'oratoire et le découpa de son cadre avec une lame. La police italienne et les témoignages ultérieurs des repentis de la mafia sicilienne s'accordent à attribuer le vol à la Cosa Nostra. Mais le tableau n'a jamais réapparu. C'est l'un des grands vols d'art non résolus du XXe siècle. À l'été 1609, Caravage rentre à Naples. Une nuit, en sortant d'une taverne du quartier de Chiaia, 4 hommes l'attaquent à l'arme blanche. Ils lui détruisent le visage. Il survit difficilement. Les historiens soupçonnent que derrière l'embuscade se trouvaient des chevaliers envoyés de Malte, vengeant l'expulsion et l'affront à l'honneur de l'ordre. Au cours de ces derniers mois, sa peinture change à jamais. Les figures s'isolent dans de grands espaces vides. Les atmosphères deviennent intimes, mélancoliques. Apparaissent les 2 versions de Salomé avec la tête du Baptiste, l'une aujourd'hui à la Galerie des Collections Royales de Madrid et l'autre à la National Gallery de Londres. Apparaît le martyre de Sainte Ursule, son dernier tableau daté, dans lequel la flèche d'un roi transperce la sainte à la poitrine. Et apparaît, surtout, l'œuvre qui boucle le cercle. David tenant la tête de Goliath, aujourd'hui à la Galerie Borghese de Rome. Dans cette peinture, le jeune David tient par les cheveux la tête fraîchement coupée du géant. Il n'y a pas de triomphe sur le visage de David. Il y a de la tristesse.
Il y a de la pitié. La tête décapitée de Goliath est, tous les historiens en conviennent, un autoportrait de Caravage. Et selon beaucoup de spécialistes, le jeune David est lui aussi un autoportrait, mais du peintre dans sa jeunesse, avant l'exil, avant le crime. C'est le Caravage innocent regardant avec compassion le Caravage détruit. Sur la lame de l'épée de David figure une inscription en latin abrégé. Humilita oxidi superbiam. L'humilité tue l'orgueil. Le tableau fut envoyé au cardinal Scipione Borghese, neveu du pape, l'homme capable d'obtenir le pardon. Un pot de vin symbolique. Je te livre ma propre tête, donne-moi le pardon. En juillet 1610, Caravage s'embarque à Naples à destination de Rome, emportant 3 tableaux comme paiement pour la médiation du cardinal Borghese. Le pardon était pratiquement accordé. Le navire fait une escale erronée à Palo, un petit port au nord de Rome. Là, les autorités, sans le reconnaître, l'arrêtent pour une erreur administrative. Quand ils le libèrent, 2 jours plus tard, le navire avait déjà appareillé en emportant ses 3 tableaux et tous ses biens. Désespéré, Caravage se met à marcher le long de la côte toscane en plein été. Son objectif est de rattraper le navire au port suivant, Porto Ercole, à plus de 100 km au nord. Il y parvient. Mais à l'arrivée, épuisé, fiévreux, avec les blessures de l'embuscade napolitaine encore mal cicatrisées, il s'effondre. Il meurt le 18 ou le 19 juillet 1610. Il avait 38 ans. La cause exacte de sa mort reste aujourd'hui l'une des grandes énigmes de l'histoire de l'art. Malaria contractée durant la marche le long de la côte marécageuse. Empoisonnement chronique par les pigments de plomb de sa palette. Septicémie issue de l'agression napolitaine. Assassinat dissimulé par des agents de l'ordre de Malte exécutant la vengeance en suspens. En 2010, une équipe italienne examina des ossements trouvés dans un ossuaire de Porto Ercole et les attribua, avec une probabilité raisonnable, au corps de Caravage. Les analyses confirmèrent des niveaux élevés de plomb. Mais la question reste ouverte. Il est mort malade, empoisonné, ou assassiné. Probablement les 3 à la fois. Sa peinture ne lui survécut pas longtemps. Sans atelier propre, sans disciple formel, sans écrit pour défendre sa vision, sa renommée commença à s'éteindre quelques années seulement après sa mort. Ses premiers biographes, Baglione le rancunier et Bellori le classique, écrivirent des pages hostiles qui devinrent la version officielle pendant 3 siècles. Et pourtant, sa manière de regarder la lumière se propagea comme un virus à travers toute l'Europe. À Rome, Bartolomeo Manfredi transforma les scènes de taverne caravagesques en une formule imitée par des dizaines de peintres du Nord. À Naples, Battistello Caracciolo créa une école locale qui dominerait le sud de l'Italie pendant un demi-siècle. Et les Gentileschi, père et fille, portèrent le style dans les cours européennes. Artemisia Gentileschi en particulier peignit plusieurs versions de Judith décapitant Holoferne avec une violence que beaucoup de critiques considèrent supérieure à celle de Caravage lui-même. Sa biographie, marquée par le procès public contre son violeur Agostino Tassi, fit de chacune de ses toiles une déclaration personnelle de justice. Aux Pays-Bas, un groupe de jeunes peintres catholiques voyagea à Rome dans la décennie de 1610. Quand ils rentrèrent à Utrecht, ils ramenaient avec eux le ténébrisme. Hendrik ter Brugghen, Jerry van Honthorst et Dirk van Baburen popularisèrent des peintures de figures à mi-corps éclairées par une seule source de lumière intérieure. Sans ces peintres d'Utrecht, dira 3 siècles plus tard le critique Roberto Longhi, ni Rembrandt ni Vermeer n'auraient pu exister tels que nous les connaissons aujourd'hui. En Espagne, l'empreinte entra par Naples. José de Ribra, Valencien installé dans la ville sous domination espagnole, fut le pont principal. Diego Velázquez, durant ses 2 voyages en Italie, étudia Caravage de première main et absorba des leçons que l'on voit dans ses premières œuvres sévillanes. Francisco de Zurbarán porta le clair-obscur dans les couvents d'Estrémadure, transformant la lumière théâtrale italienne en lumière mystique monacale. Il fallut attendre le XXe siècle pour que justice fût rendue. En 1951, le critique italien Roberto Longhi organisa au Palais Royal de Milan une exposition historique qui réunissait pour la première fois depuis le XVIIe siècle les toiles du peintre maudit dans une seule salle. L'exposition fut un séisme culturel. Critiques, peintres et intellectuels de toute l'Europe changèrent d'avis en quelques semaines. Caravage cessa d'être un excentrique pour devenir officiellement l'initiateur de l'art moderne. Et ainsi nous revenons à mars 2021. À cette modeste salle des ventes de Madrid. Au tableau qui allait être vendu pour 1500 €. Cet ex-homo avait appartenu aux collections royales espagnoles au moins depuis le règne de Charles II. En 1823, un homme politique espagnol,
Evaristo Pérez de Castro, l'échangea contre un Saint Jean-Baptiste attribué à Alonso Cano qui à l'époque était considéré comme bien plus précieux. Le tableau resta dans sa famille, oublié, pendant près de 2 siècles. Quand il revint en vente aux enchères, l'attribution officielle était inexacte. Mais l'œil des experts, alerté par une image du catalogue sur Internet, vit ce que des générations de propriétaires n'avaient pas vu. Aujourd'hui ce tableau est exposé au musée du Prado en prêt, cédé par un collectionneur privé anonyme. N'importe qui peut aller le voir gratuitement. L'homme qui peignit cet ex-homo était arrivé à Rome sans rien, avait vécu parmi des courtisanes et des castrats, avait peint des vierges au ventre gonflé et des seins aux pieds sales, avait tué un autre homme dans une rixe de rue, avait été chevalier de Malte puis expulsé lors d'une cérémonie humiliante, avait survécu à une embuscade qui lui détruisit le visage, et était mort à 38 ans sur une plage de Toscane sans jamais retourner à Rome. Mais sa lumière, cette lumière diagonale qui déchire les ténèbres et choisit qui sauver, continue d'illuminer, 4 siècles plus tard, chaque salle ou pan l'un de ses tableaux. Merci d'avoir consacré ces 20 minutes à Caravage. Si l'histoire de l'art racontée avec respect et rigueur trouve sa place dans votre temps, vous abonner à cette chaîne est la façon de ne pas manquer les prochains chapitres.